Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et je continue à être dans la ville de Metz devant Digiphoto qui m'a prêté ce Pentax K3 Mark III monochrome, noir et blanc donc, avec deux objectifs, le 16-50 et le 31 mm 1.5. C'est un appareil photo réflexe. Pentax est le seul à continuer à faire des réflexes et en format APS-C. Alors j'avais déjà présenté son frère en couleur, donc je ne vais pas recommencer à présenter exactement tout le boîtier parce que c'est la même chose, simplement je vais me concentrer sur la partie noir et blanc et te donner mon avis, mon opinion, les avantages, les inconvénients, etc. Mais avant de démarrer, on va dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais c'est pas que la théorie, il y a aussi de la pratique à faire. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors, 3 points importants quand même, si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, et troisième en même temps, eh bien, si tu allais financer ta formation par CPF, compte personnel de formation, important. Si tu vas partir à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, car on ne peut plus s'inscrire une fois à la retraite. Par contre, on peut faire la formation une fois à la retraite. Ok, donc c'est important. Troisième point, c'est pas des moindres, la loi sur le CPF a changé et maintenant, sauf pour les demandeurs d'emploi, il n'y aura plus de financement à 100% quand la loi sera appliquée. Apparemment, les élèves en formation CPF devront payer environ 30%. Mais l'important, c'est la date d'inscription. Alors, inscris-toi au plus vite puisque la loi n'est pas encore appliquée. Après, tu feras la formation quand tu voudras ou pourras. Mais l'important, c'est la date d'inscription. Donc, je te laisse toutes leurs informations d'inscription. Le téléphone, c'est un appel gratuit, non surtaxé. Le email, tout ça. Je préfère qu'on les appelle par téléphone, comme ça ils répondent tout de suite à tes questions. Je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit et en français. Allez, c'est parti! Alors, pour des raisons de temps, même s'il va pleuvoir, je ne parle pas de la pluie, je parle du temps à ma montre, j'ai préféré me concentrer sur les essais des appareils cette semaine, faire tous les tests et tout ça. Donc, sur cette vidéo, je présente l'introduction ici et ensuite, mes conclusions à Tenerife, ce qui explique le changement de paysage. Voilà, donc je préfère avoir du matériel, les photos, les vidéos et tout ça pour vraiment tester. Alors, un grand merci encore, comme j'avais dit sur la vidéo du Fujifilm XS20, merci à Jean-Paul Gauche et à Fernando qui m'ont emmené au Luxembourg où j'ai pu tester à fond ce Pentax et donc merci à eux. Alors la grosse différence que tu vas voir avec son frère couleur, c'est que le mot Pentax, les choses écrites ici sont plus grises, moins blanches. Ah ouais, c'est super bien expliqué, Eric. Bon, gris, voilà, gris, c'est pas blanc, voilà. Alors, le reste, physiquement, c'est pareil que le K3 Mark III. Il y a peut-être des trucs qui changent, mais pas vraiment, quoi, en fait. Alors, c'est la deuxième fois que j'essaie un appareil photo monochrome. La première fois, c'était le Leica Q2 monochrome. Je te laisse le lien ici. Et il y a une grosse différence, c'est-à-dire que, à part le prix, c'est que ça, c'est un réflexe. C'est-à-dire que mon viseur est en couleur, puisque je vois ce qui est transmis par le viseur. Donc, c'est de la couleur. Sur le Leica, le Q2 monochrome, c'est un mirrorless. Donc, ce que je vois dans le viseur, c'est noir et blanc. Ça veut dire qu'il faut habituer beaucoup plus ton œil à voir, à penser, ton cerveau plus que ton œil, à penser en noir et blanc. Donc c'est plus facile, c'est plus compliqué, ça dépend, c'est une question d'entraînement. Mais c'est clair qu'il faut apprendre à différencier les couleurs et savoir comment elles seront en noir et blanc si tu veux savoir avant de faire la photo comment ça sera. Sinon, tu peux regarder après sur l'écran. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. Et la taille et tout ça, mais enfin cette vidéo c'est pas une comparaison avec le Leica Q2 monochrome, hein, c'est simplement je te parle par l'expérience que j'ai eue, voilà. Mais sinon l'utilisation, tu es là, c'est un réflexe normal, voilà. Après c'est le résultat qui change. Alors moi je pense que celui qui achète ce genre d'appareil, il veut se concentrer sur la photographie. Alors je n'ai pas fait de test vidéo, bien que cet appareil permet de faire de la vidéo. Moi tu peux te mettre en live view et tout ça et travailler, il se met en live view donc tu fais de la vidéo. Mais c'est un truc, moi je pense que c'est pas l'idée de cet appareil. Alors un point important chez Pentax, non seulement c'est les seuls à faire encore du réflexe, mais c'était aussi les seuls, ce sont encore les seuls, mais les autres n'ont jamais fait ça. Ils ont la stabilisation dans le boîtier et non dans les objectifs. Et c'est quelque chose de très intéressant puisque d'abord il y a des objectifs anciens Pentax qui n'a pas changé de monture depuis très longtemps que tu peux utiliser dessus.
il y a aussi des systèmes d'adaptation que tu pourrais monter dessus, mais ça veut dire que ça sera stabilisé parce que le boîtier est stabilisé. Et ça, c'est un grand point chez Pentax depuis très très longtemps. Autre petit détail, ici c'est écrit monochrome. Alors ouais, c'est discret, ouais, si tu le vois pas, tu peux penser, il est un peu sale ton Pentax, il faudra le nettoyer là, tu vois. Non, 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 c'est un monochrome, c'est écrit là, voilà. Vraiment, si on parle du boîtier, le seul truc qui ne me plaît pas, je crois que je l'avais dit sur la version couleur, c'est cette petite roue qui est à mon avis très mal placée. Et quand je vais changer quelque chose sur cette roulette, très facile de toucher l'autre et elle n'est pas bloquable. Et là, j'ai la configuration de l'autofocus et c'était un peu le bazar. Ça passait en continu et puis ça revenait en single et tout ça. C'était un peu le bazar. Cette roue, je n'aime pas du tout. Je l'avais déjà dit sur l'autre, mais sinon, il y a beaucoup de boutons. Il y en a un peu partout des boutons. Mais donc, il faut plus de temps d'apprentissage pour connaître tout ça. Mais dans l'ensemble, ils sont bien placés. Et celui qui sait bien où c'est plus pratique que rentrer dans les menus et tout ça. Donc, mais au niveau ergonomie, il n'y a que ça qui me dérange. La poignée est bon, de taille, la prise en main est pas mal, je trouve. Le doigt peut-être va passer dessous, mais bon, c'est pas un truc qui me dérange outre mesure. Voilà. Mais ça, le physique, tout ça, je l'avais déjà expliqué sur la version couleur. Alors voilà, je suis de retour à Tenerife, mais la vague de chaleur m'a poursuivi. Donc il y avait une chaleur horrible à Metz et au Luxembourg. Et là, j'ai la même chaleur qui est arrivée jusqu'à Tenerife, alors que normalement il fait plus frais. Et je suis donc caché dans mon camping-car parce qu'en extérieur c'est horrible, donc désolé pour les paysages. Donc on va parler de cet appareil. Maintenant j'ai analysé les photos que j'ai fait avec, les sensations que j'ai eues. Alors attention, hein, j'avais déjà fait la vidéo du 4.3 couleur, donc 4.3 Mark III couleur. Les sensations de prise en main sont exactement la même parce que c'est exactement le même boîtier. Donc je t'invite, je te redis, hein, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'avais fait. Voilà. Donc on va se concentrer sur le noir et blanc. Mes impressions, ce que ça apporte, si c'est vraiment meilleur ou pareil ou peu importe, c'est pas une question de meilleur ou pire, sinon de résultat, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Voilà. Donc on va voir ça en détail. Si jamais tu voulais me filer un coup de main et que t'achetais ton matos chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as des codes promo, c'est compatible, il y a une case code promo aussi, tu peux utiliser les deux. Souvent je les communique d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, donc aucun problème. Alors il s'agit d'un capteur monochrome, donc noir et blanc, avec un capteur de 25,76 millions de pixels. Mais pour bien comprendre la différence, ou en quoi consiste un capteur monochrome, il faudrait expliquer aussi comment fonctionne un capteur couleur. Alors là, il s'agit d'un nouveau capteur. Mais en fait, les capteurs, le principe, c'est exactement le même, que ce soit couleur ou noir et blanc. Ce qui se passe, c'est que devant, on met un filtre pour créer ou non de la couleur. Et par exemple, la plupart des capteurs, c'est un système Bayer, ça s'appelle. Après, il y a les X-Trans de Fuji, après, il y a les Foveon de Sigma. Mais dans le cas de la majorité, c'est un filtre Bayer. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, sur 4 pixels, il y en a un qui va s'occuper du bleu, un qui va s'occuper du rouge et deux qui vont s'occuper du vert. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si par exemple, j'ai une photo qui n'a pas du tout de vert, eh bien en fait, j'utilise réellement que 2 pixels sur 4, donc j'ai la moitié de résolution. Même si l'information dit que c'est la même quantité de millions de pixels, il y en a deux qui ne sont pas effectifs. Ou s'il n'y avait pas du tout de bleu sur une photo, eh bien j'aurais un quart de mes pixels qui ne servent à rien. Quand on parle de capteur monochrome, eh bien il n'y a plus cet aspect couleur, donc tous les pixels s'occupent de la lumière et de son intensité. Depuis le blanc pur jusqu'au noir pur, donc ça va marcher pour capturer la lumière dans son intensité. Ça veut dire qu'en aucun cas, même s'il y a l'absence d'une couleur, peu importe, tous les pixels vont être utilisés. Ça veut dire qu'en moyenne, on va obtenir une résolution réelle de 30% de plus que sur un capteur couleur. Et en fait, c'est pour ça que énormément de gens sont intéressés par l'idée d'un capteur noir et blanc, parce que tu vas vraiment profiter pleinement du capteur quand tu fais de la photo en noir et blanc. Là, tu ferais que de la photo noir et blanc, mais non, parce que c'est un capteur noir et blanc. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines marques, donc là, il y avait Leica très connu, mais maintenant, il y a Pentax qui est arrivé avec un monochrome sur son 4.3, et c'est la raison. Offrir la résolution et le détail maximum sur les photos en noir et blanc, parce qu'on gagne réellement plus de définition. Bon, réellement, on va voir mon opinion, voilà. Donc, c'est la raison. Alors, sur cet appareil, en plus, ils ont enlevé le filtre anti-aliasing. Alors, je ne sais pas comment on dit en français.
Et ça fait que non seulement il y avait l'avantage d'utiliser toute la définition du capteur, mais en plus ça donne un peu plus de netteté. Donc bon, ils ont vraiment tout misé pour de meilleurs résultats. Alors, quand on travaille en couleur, on sait que quelquefois on a l'option de sRGB ou Adobe RGB, mais beaucoup de gens oublient que ça, c'est quand tu vas travailler avec des JPEG. Quand tu travailles en RAW, ça n'a aucune importance puisque cette information ne va pas l'utiliser. Simplement, ça sera sur ton ordinateur que tu vas avoir le profil couleur qui t'intéresse quand tu vas développer le RAW. Et bien là, c'est la même chose. Tu peux utiliser aussi bien le mode, alors je dis sRGB, Adobe RGB, ça dépend, hein, Hasselblad a son propre système, mais bon, là c'est pareil, tu vas pouvoir travailler en RAW ou en JPEG. Si tu travailles en JPEG, ben, au lieu d'avoir des sRGB ou Adobe RGB, tu as des modes durs, donc au contraste, standard ou doux, pour avoir des photos moins contrastées. Donc c'est à toi de voir suivant ce que tu veux faire. Si tu vas bosser en JPEG, tu utilises ça. Si tu vas travailler en RAW, ben, aucune importance, tu vas faire ça après ta petite sauce sur ton ordinateur en post-production. Alors, si on parle des ISO, alors les ISO, quand on entend les chiffres, c'est assez impressionnant, puisque ça va depuis 200 ISO jusqu'à 1 600 000 ISO. Alors, je te passe les photos, hein, mais sincèrement, 1 600 000 ISO, c'est pas une photo, c'est une pizza. Enfin, pour un paparazzi, quelquefois, c'est mieux ça que rien. Par contre, ce qui est surprenant, c'est l'immense qualité des ISO jusqu'à 25 600. Alors, c'est bien meilleur que n'importe quel appareil couleur, bien meilleur. Et si tu regardes qu'ils ont un stabilisateur dans le corps qui va jusqu'à 5,5 stop, ça veut dire que tu vas vraiment pouvoir faire des photos en basse lumière. Évidemment, si le sujet ne bouge pas, donc tu pourras descendre pas mal la vitesse et avec des ISO vraiment élevés. Donc ça ouvre des portes vraiment spéciales, cette combinaison ISO de haute qualité avec un stabilisateur de 5,5 stop qui est dans le boîtier. Hein. Les stabilisateurs chez Pentax, même si c'est des réflexes, c'est dans le boîtier. Alors le viseur, ils disent qu'il est nouveau, mais je ne sais pas s'il est nouveau depuis le 4.3 couleur ou sur ce monochrome. En tout cas, il est très bien et il couvre pratiquement 100% de la photo. Le boîtier est un alliage de magnésium vraiment costaud, solide, et il est protégé pluie, embrun, poussière et avec des températures jusqu'à moins 10 degrés. Le poids c'est 820 grammes, ce qui est logique pour ce genre de boîtier, et je rajoute aussi qu'il a 2 cartes SD, donc ça joue la carte, jamais mieux, on ne peut pas mieux dire, de la sécurité. Alors important, sensation en main, faut voir aussi que moi j'avais jamais utilisé d'autres appareils noir et blanc sauf le Leica Q2 monochrome qui lui est mirrorless. Donc il y a une grosse différence. Dans ce réflexe Pentax, je vais voir à travers le viseur quelque chose en couleur parce que ça passe sur le miroir et ça se reflète par le prisme et je vois. Sauf si j'active le mode Live View et là je vois sur l'écran en noir et blanc. Dans le cas du Leica Q2, eh bien, je vois directement ma photo en noir et blanc. Avantages et inconvénients. Eh bien, à l'heure de composer, ça dépend des éléments. Quelquefois, composer en couleur, c'est plus facile, mais il faut apprendre à imaginer comment ça sera en noir et blanc. Quand tu composes directement en noir et blanc, tu sais comment ça va être. Mais quelquefois, tu peux avoir des détails, et mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je vois pas bien. Donc tu peux dire, ça n'a pas d'importance, si je vois pas bien, mais ça ne sera pas bien. Donc c'est un choix à faire. Sincèrement, moi je pense que c'est surtout une question d'habitude. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui préféreraient peut-être voir directement en noir et blanc, comme sur un mirrorless. Dans ce cas-là, ils peuvent activer le Live View. Voilà, mais je le signale simplement parce que ce n'est pas un problème, c'est une question d'habitude. Si on parle de l'écran, l'écran n'est pas du tout inclinable. Et je ne parle pas d'un écran que tu sors sur le côté, tout ça, style vlogger. Moi, j'aurais voulu un truc inclinable. Pourquoi? Parce que quand tu es un petit peu loin de l'appareil, tu es sur un trépied, tu le mets en mode Live View pour composer. Mais quelquefois de loin, si c'est pas couleur, tu vois pas, c'est pas forcément évident, voir bien les éléments. Et donc, s'il y a du reflet sur l'écran, pardon, j'allais dire l'objectif, sur l'écran, c'est un petit peu plus dur à voir. Ça serait bien de pouvoir l'incliner, l'orienter un peu mieux. Moi, je pense que ça aurait été un plus. Mais bon, c'est pas un drame non plus. Mais ça aurait été un plus, à mon avis. Alors, un truc important. C'est vraiment deux manières différentes de travailler entre noir et blanc et couleur, avec un capteur couleur et un capteur noir et blanc. Un capteur couleur, si par exemple tu as des hautes lumières et tu dépasses la limite et tu crames ta photo, souvent tu as cramé un canal, mais pas les trois. Donc avec les deux qui restent, on arrive quand même à récupérer des détails. Dans le cas d'un capteur monochrome, eh bien là il n'y a qu'un canal, il y a de la lumière ou il n'y a pas de lumière. Si tu loupes ton coup, là, il y a un trou et il n'y a plus rien à récupérer sur aucun canal parce que voilà, tu as un trou, voilà. Donc, c'est très important de surtout ne pas cramer tes photos.
Parce que quelquefois, on fait l'exposition à droite, comme on dit, et on passe un tout petit peu, mais il n'y a qu'un canal qui a perdu un peu d'infos, les deux autres en ont encore, on récupère. Sur un noir et blanc, il n'y a rien à récupérer. Donc c'est très important que tu fasses attention à vraiment faire une bonne exposition. Parce que si tu fais un trou dans un nuage, il y a un trou dans un nuage. C'est fini parce qu'il n'a aucune info couleur, donc il n'y a plus rien à faire. Donc c'est vraiment un point important. Si tu as l'habitude de faire des photos en couleur en exposant au maximum à droite sans cramer, là, quelquefois tu te rends pas compte, quelquefois si c'est un petit peu cramé, là ça serait un problème. Voilà. Alors comme je disais avant, on ne travaille pas pareil avec un capteur en couleur qu'avec un capteur en noir et blanc. Il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais je peux très bien prendre ma photo en couleur et la passer à noir et blanc et c'est bon. Oui, c'est une méthode et donc tu n'aurais pas acheté un appareil noir et blanc. Mais quelle est la différence réelle? Imagine je fais une photo avec un ciel bleu. Eh bien parfaitement, si je veux un ciel bleu plus sombre, je fais une sélection du bleu, je descends la luminance, ça ne perd pas ça fait pas d'artefact ni rien, et je peux descendre la luminance et avoir un ciel beaucoup plus foncé. Ok? Et même si je suis déjà en train de passer en noir et blanc, mais je fais ça, j'ai sélectionné le bleu de ma photo couleur et je suis en train de transformer en noir et blanc, on voit comment le ciel s'assombrit. Ça, je ne peux pas le faire sur une photo, un RAW en noir et blanc. Pourquoi? Parce que je vais récupérer un gris, et ce gris il est sans doute dans beaucoup d'autres endroits dans la photo. Donc si je fais une sélection du gris et je commence à le faire plus sombre, il y a plein d'autres endroits de la photo qui vont s'assombrir. Donc on pourrait dire, ah c'est un problème. Oui et non. Parce que dans ce cas-là, avec un capteur noir et blanc, je peux travailler de manière classique avec des filtres couleurs sur l'objectif, comme on fait en argentique. Si je veux un ciel vraiment foncé qui est bleu, mais le passer à vraiment un noir pratiquement noir, je peux mettre un filtre rouge et au moment de faire la prise de vue, je vais directement avoir ce contraste et ce foncé du ciel que je voulais. Donc, c'est pas qu'il y a un système qui est meilleur que l'autre, sinon ce sont deux méthodes différentes de travailler. Si tu pensais travailler tes noirs et blancs, ensuite foncer les zones, éclaircir les zones et tout ça, eh bien ça peut être un peu plus difficile en le faisant depuis un RAW noir et blanc qu'en partant d'un RAW couleur qu'on passe en noir et blanc. Où là tu pourras quand même sélectionner les zones de couleur et jouer sur les luminances, les contrastes et tout le bazar. Mais par contre, quand tu travailles directement sur un fichier noir et blanc, eh bien au moment de faire la photo, tu pourrais mettre des filtres argentiques couleur classique et avoir directement le bon résultat et le savoir. Tu vas gagner énormément de temps. Donc pour ceux qui sont fans du noir et blanc ou qui ont fait de l'argentique en noir et blanc, eh bien, probablement une option capteur noir et blanc est plus intéressant pour eux sur la manière de travailler. Voilà. Alors si on regarde la qualité des fichiers obtenus, il me semble correct, mais pour te dire exactement, il faudrait que je puisse comparer avec ceux du K3. La même situation, le même sujet, tout ça. Donc je ne peux pas dire si c'est beaucoup mieux ou mieux. Moi, ce que j'ai obtenu, c'est correct. Alors, j'ai quand même quelques photos qui sont pas complètement nettes, mais ça, c'est de ma faute. J'ai pas bien fait la mise au point. Mais toutes les photos qui étaient correctes, je dois dire que eh bien, les résultats étaient là. Donc, je pense que oui, c'est un petit peu ce qu'ils ont promis. Donc, le résultat est au rendez-vous. Alors, pour qui est cet appareil photo? Là, à mon avis, c'est un produit niche dans un marché niche. Donc moi je pense qu'il y a deux clients possibles. Celui qui fait que du noir et blanc, qui voit le prix d'un Leica Q2 et il s'évanouit. Et là il dit, moi je veux un produit noir et blanc, Q3 ou un M, pour t'évanouir encore plus, un Leica M. Donc Q3 j'ai un Q2 monochrome, ok, et que le Q3 monochrome n'existe pas encore. Donc il dit, ouais, Pentax ça me semble une bonne idée, un bon truc, et je veux un capteur noir et blanc. Donc ça, à mon avis, c'est pour lui. Et après, il y a celui qui utilise déjà du Pentax qui dit c'est nickel, ça me plaît et en plus j'ai déjà des objectifs. Parce qu'évidemment, celui qui n'est pas dans le monde Pentax, eh bien, en plus du boîtier, il faudra qu'il achète des objectifs. Donc, c'est à lui de voir. Voilà. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus que Pentax a une compatibilité avec des objectifs vraiment anciens. Donc ça laisse beaucoup de liberté quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc celui qui est déjà chez Pentax, il n'y a pas trop à réfléchir s'il veut un appareil noir et blanc. Voilà. Ça, à mon avis, celui qui est un fan de noir et blanc, qui fait que du noir et blanc, c'est une bonne idée. Celui qui en fait de temps en temps, il a déjà un appareil photo couleur et il dit comme complément ça serait bien, c'est aussi une bonne idée. Donc je pense que c'est vraiment le marché auquel il s'adresse. D'ailleurs, il y a une demande sur le marché, c'est pour ça que Pentax, c'est pas des suicidaires quand même s'ils ont sorti ça, c'est qu'il y a vraiment une demande. Voilà. Donc, alors, la question que pourraient poser certains, c'est Eric, je perds à peu près 30% de ma définition.
quand je fais des photos avec un capteur couleur que je passe en noir et blanc. Et si je prenais un capteur de 40 millions de pixels, je passais mes photos en noir et blanc, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien probablement tu aurais les mêmes résultats que après avoir viré les pixels que mange la couleur. Eh bien, il te restera à peu près la même chose en définition que ce que tu as sur ce capteur noir et blanc. Mais la méthode de travail est différente. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont envie de faire du noir et blanc, principalement qui aiment le noir et blanc et qui ont une manière de travailler le noir et blanc. Donc si oui, effectivement, tu prends un appareil qui te fait 40 millions de pixels, tu vires un tiers, ben, on est sur la même chose. Mais la manière de penser ne va pas être la même. Donc moi je pense que pour quelqu'un qui est vraiment un gros fan de noir et blanc, c'est une très bonne option. Les résultats, à mon avis, sont là. Et je pense que si tu as bien compris pourquoi c'est fait, pour qui c'est, tu fais attention aux hautes lumières, ne pas les cramer parce qu'il n'y a plus de solution, mais enfin là, à la deuxième photo tu as compris. Donc je pense que c'est une personne qui sera contente du résultat. Voilà. Et donc moi je pense que oui, ils ont répondu à la demande et ce qu'ils annoncent, les résultats sont là. Donc ouais, c'est un appareil qui me semble complètement recommandable. Donc si jamais c'est un appareil qui t'intéressait, je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. Secret, je te mets l'adresse de Digit Photo puisque c'est grâce à eux que je l'ai eu. Donc je remercie énormément Digit Photo de m'être mis en contact avec Pentax France pour pouvoir avoir cet appareil et l'essayer. Et je te remercie à toi d'avoir vu la vidéo. Mais on va dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais il n'y a pas que la théorie à faire, il y a aussi des exercices pratiques que tu montes sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, t'encourager, tout ça. Alors il y a 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Tu vas passer de 8 à 12 mois suivant la formation choisie et tu passeras de 10 à 12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de ton niveau au départ, ça dépend de l'avancement du cours et tout ça. Donc moi ce que je te conseille c'est de les contacter, l'appel est gratuit et ils vont te donner toutes les informations que tu veux, ça va répondre à tes questions, voir quelle est la formation la plus adaptée. D'ailleurs il y a plusieurs manières de financer ce genre de formation et ceux qui le font par CPF, compte personnel de formation, et après ils mettent une note. Et c'est l'école de photographie par CPF la mieux cotée en France, donc je pense que c'est une référence. Alors en parlant de financement, comment peux-tu payer une formation comme ça? Il y a la manière élégante qui dit de ta poche. Si tu n'es pas en France, ce n'est pas un problème. Tu peux vivre à l'étranger, être étranger, mais tu peux simplement financer ta formation par toi-même. Deuxièmement, si tu es en France et tu es chercheur d'emploi, Pôle emploi finance certaines formations, peut-être celle-ci aussi, c'est à toi de parler avec eux sur ton cas. Et après, si tu travailles ou as travaillé, eh bien tu as le CPF. Chaque année travaillé, tu as un petit pécule qui s'accumule et après tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit un travail ou un loisir. Donc là, ça serait la photo et tu peux donc financer à travers le CPF. Mais attention, la loi sur le CPF a changé. Elle n'est pas encore appliquée, mais quand elle sera appliquée, tu ne pourras plus avoir un financement jusqu'à 100%, sauf les demandeurs d'emploi. Ça veut dire qu'il faudra que tu mettes environ 30%, c'est pas encore confirmé, 30% de ta poche. Donc inscris-toi au plus vite avant que la loi soit appliquée, parce qu'une fois appliquée, tu ne pourras plus profiter de 100%. Donc, tu as peut-être le pécule suffisant accumulé. Donc, inscris-toi au plus vite, peu importe à quelle date tu commenceras la formation. L'important, c'est la date d'inscription. Même chose, si tu voulais te former à la retraite, eh bien, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, par autofinancement, oui, mais par CPF. Donc, inscris-toi avant de partir et tu pourras faire la formation une fois à la retraite sans problème. Et le dernier point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça, en appui pédagogique, avec 350 conseils photo. Tu le reçois après 1 ou 2 mois pour vérifier ton assiduité. Voilà. Donc, voilà. Mon meilleur conseil, c'est que tu les contactes par téléphone, c'est complètement gratuit, email ou site web, et ils vont tout expliquer, toutes les questions que tu as. C'est ce qu'il y a de plus simple pour choisir la formation qui t'intéresse le plus. Je te laisse aussi un lien de leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc, eh bien voilà. Merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mes cours de photo, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie ericgibaud en vidéo. ericgibaud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa hein, si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où
ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me fait une petite aide. Si tu as des codes promo, c'est compatible. Il y a une case code promo aussi, tu peux utiliser les deux. Souvent, je les communique d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, donc aucun problème. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmarc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!